Parmi tous les animaux qui vivent sur notre planète, un groupe extraordinaire s'est imposé. Il rassemble les êtres les plus grands, La baleine bleue! les plus rapides et les plus intelligents qui aient jamais existé. Ce sont les vertébrés. Tous partagent la même particularité physique, une colonne vertébrale. Remontant le temps, j'ai étudié leurs origines afin de découvrir les raisons de leur réussite. Des raisons qui expliquent également le développement de nos caractéristiques anatomiques. Une mâchoire pour mordre, des poumons pour respirer et des oreilles pour entendre. Car la grande histoire des vertébrés raconte aussi comment vous et moi sommes devenus ce que nous sommes. J'ai analysé les étapes de ce développement dans les fossiles exhumés dans plusieurs régions du monde, mais aussi chez des animaux vivants. C'est bien. Les techniques scientifiques les plus sophistiquées ont permis de faire revivre nos plus vieux ancêtres et de comprendre comment ont évolué en 500 millions d'années les caractéristiques physiques indispensables pour dominer les océans, coloniser la terre ferme et s'imposer dans les airs. Voici la grande histoire des vertébrés. On sait depuis longtemps comment la vie est apparue sur la Terre. Mais il restait de grosses lacunes, en particulier en ce qui concerne l'évolution des vertébrés. Par exemple, à partir de quand distingue-t-on les prémices de vertèbres? Est-il vrai que certains dinosaures se sont couverts de plumes et transformés en oiseaux? Au cours des dernières décennies, on a pu répondre à ces questions grâce à plusieurs découvertes faites en Chine. C'est pour cela que je suis ici. La Chine est le nouveau terrain de jeu des paléontologues. Les fouilles effectuées dans ce pays ont permis d'établir des liens de cause à effet qui nous échappaient jusque-là dans l'histoire des vertébrés. Il y a longtemps que je voulais voir de mes yeux certains fossiles extraordinaires. Voilà pourquoi je vais me rendre dans le nord du pays, plus précisément à Pékin, sa capitale. Mais avant, la première étape de notre périple m'emmène au sud, dans la province du Yunnan. Nous voici sur les lieux d'une découverte fabuleuse qui a fourni un nouvel indice sur le développement des premiers vertébrés. Les spécialistes fouillent une veine rocheuse extrêmement riche, le site fossilifère de Chengjiang. Il renferme les vestiges d'animaux qui peuplaient l'océan qui s'étendait ici il y a 552 millions d'années. Paléontologue, Ho Xianwang a été le premier à constater l'état de préservation exceptionnel des fossiles de ce gisement. Une mâchoire. Oui. Magnifique. On voit bien les stries. Il est très rare d'exhumer des fossiles aussi complets que celui-ci. En temps normal, quand un animal marin meurt, les bactéries détruisent ces tissus mous à une telle vitesse qu'on ne retrouve généralement que les parties dures, les os ou la coquille. Pourquoi cela ne s'est-il pas produit ici? Mystère. C'est peut-être lié à un manque d'oxygène. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à cela que nous disposons d'archives incomparables sur un chapitre passionnant de l'histoire de la vie.
Sur ce site, on a identifié plus de 200 espèces différentes. Toutes ont vécu pendant le Cambrien inférieur. À cette époque, la terre ferme était encore déserte. En revanche, les océans grouillaient d'une multitude de formes de vie. Les principaux groupes d'animaux que nous connaissons aujourd'hui commençaient tout juste à apparaître. Leur corps était constitué de tissus mous, parfois protégés par une carapace externe dure. Mais aucun ne possédait ce qui ressemblait à une colonne vertébrale. Tous étaient des invertébrés. Or, le professeur O et son équipe ont découvert une exception curieuse. Oh oui. Ce fossile a été baptisé Milokunmingia. Mais pour le voir en détail, il faut l'examiner au microscope. On distingue une forme nouvelle de renforcement du corps, non pas externe, mais interne. Ça, c'est l'un de la trentaine de spécimens qu'on a retrouvés de ce minuscule animal. Le microscope révèle une quantité incroyable de détails. Ces marques-là ont été faites par l'aiguille du fouilleur. Et voilà l'animal proprement dit, la tête et le haut du dos. Presque tous ces fossiles présentent ces deux petits points noirs sur le devant, les yeux. Plus bas, on peut voir des stries ici. D'après les spécialistes, il s'agirait de branchies, ces organes parcourus de vaisseaux sanguins qui extraient l'oxygène de l'eau et permettent à l'animal de respirer. Encore plus bas, on distingue comme des barres. C'étaient des muscles qui se rattachaient probablement à un axe cartilagineux qui se trouvait au milieu. C'est ce qu'on appelle une notocorde, une colonne vertébrale primitive. Milokunmingia est l'animal que nous pouvons considérer comme le premier vertébré. Il paraît évident qu'il se servait de cet axe intérieur rigide pour se déplacer d'une manière toute nouvelle. La contraction des muscles faisait osciller l'axe d'un côté puis de l'autre, un mouvement qui propulsait l'animal en avant dans l'eau. C'est une véritable révolution. Milokunmingia peut sillonner un territoire beaucoup plus vaste et échapper plus facilement aux prédateurs invertébrés qui rôdent dans les océans. Au cours de millions d'années, les vertébrés vont se diversifier et donner naissance à la myriade d'espèces différentes qui peuplent aujourd'hui tous les habitats de la planète. Les poissons dominent les mers, les lacs et les cours d'eau. Les amphibiens vivent à la fois dans l'eau et hors de l'eau. Les reptiles sont capables de survivre dans les régions les plus arides. Les oiseaux sont les rois du ciel. Et les mammifères sont parvenus à s'adapter à tous les climats. Quant à l'homme, son intelligence supérieure lui a permis d'envahir toute la planète. Mais cette évolution prodigieuse s'est déroulée en plusieurs étapes cruciales, grâce auxquelles nos ancêtres primitifs sont parvenus à tirer parti de leur environnement et à surmonter des difficultés colossales.
Le premier pas a été le développement de la notocorde. En Europe, on trouve aujourd'hui encore un animal qui illustre ce chapitre de notre histoire. Bien caché dans les cours d'eau de Grande-Bretagne, il témoigne des obstacles auxquels les premiers vertébrés ont dû faire face. En voilà une. Voici une lamproie. À première vue, on pourrait penser que c'est un poisson, mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de beaucoup plus primitif. Elle n'a pas de nageoire, et même sa queue n'est rien de plus qu'une sorte de lame aplatie. Mais le plus remarquable est qu'elle n'a pas de bouche à proprement parler, mais un simple orifice hérissé de barbillons. Elle se nourrit en avalant l'eau par ce trou et en filtrant les particules de nourriture. Ce petit animal nous ramène tout droit à l'époque où sont apparues les premières espèces dotées d'une colonne vertébrale. C'est un véritable fossile vivant. Ces premiers vertébrés avaient probablement le même genre de bouche que la lamproie et ingéraient le même type de nourriture simple. Au fil du temps, d'autres espèces de formes et de tailles différentes évoluent. Beaucoup sont sensiblement plus grosses que Milokunmingia, mais toutes ont le même point commun. Une bouche primitive, une simple ouverture à l'avant de la tête comme la lamproie. Néanmoins, pour que les premiers vertébrés puissent bénéficier de la grande variété de nourriture présente alors dans les océans, ils vont devoir développer un dispositif plus complexe et plus puissant. Sur la côte est des États-Unis, des chercheurs ont découvert des indices de ce progrès non pas chez un fossile, mais chez des animaux vivants. La Nouvelle-Angleterre, dans l'État du Maine. Les océanographes biologistes de l'Université de Nouvelle-Angleterre étudient un groupe de poissons aux origines très anciennes. Ils fabriquent leur squelette avec le même tissu dont était fait la colonne primitive des premiers vertébrés, le cartilage. Ce groupe comprend les requins et les raies. Il est apparu chez les vertébrés il y a plus de 420 millions d'années. Autrement dit, leur étude permet de comprendre le développement d'un mécanisme remarquable qui a bouleversé le cours de l'évolution, la mâchoire. En étudiant l'arbre phylogénétique, on s'aperçoit que la mâchoire est une caractéristique cruciale. C'est ce qui a permis aux requins et aux raies de devenir des prédateurs redoutables dans leur milieu. Une mâchoire qui s'articule sur le crâne offre de nouvelles possibilités pour attraper la nourriture avant de la déchiqueter en morceaux faciles à digérer. Mais comment s'est-elle formée ? Les scientifiques ont trouvé une réponse en examinant le développement de l'embryon chez les vertébrés vivants. Les raies déposent leurs œufs fécondés sur le fond marin dans une sorte de poche rigide appelée bourse de sirène. Après l'avoir ouverte, les chercheurs observent la croissance des embryons nourris de jaune d'œuf. Ce bébé raie a la même morphologie élémentaire qui a servi de point de départ au développement de la mâchoire primitive. Ce qui nous intéresse, ce sont ces replis. Cette raie en est à peu près au 4e mois de son développement.
À présent, examinons un autre vertébré. On voit qu'il est très similaire. On distingue la tête et plus bas, les mêmes replis. Or, celui-là est un embryon humain. D'après les scientifiques, les embryons des premiers vertébrés ressemblaient beaucoup à ceux-là, et chaque repli a évolué en branchies. Chez l'embryon de raie, les replis les plus éloignés de la tête ont conservé leur fonction originale et forment les arcs rigides des branchies. En revanche, le repli situé le plus près de la tête s'est développé en mâchoire supérieure et inférieure. Chez l'homme, les replis inférieurs ont créé le larynx et la gorge. Mais comme chez la raie, celui du haut forme la mâchoire. Le développement de la mâchoire améliore la faculté à se procurer de la nourriture. À quelques rares exceptions, comme la lamproie, les espèces qui en sont privées ont toutes disparu. Mais avant de manger, il faut trouver les aliments. C'est ce qui a permis l'évolution de la nage. À Pékin, j'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle d'étudier un maillon de la chaîne découvert tout récemment. Les indices fournis par ces fossiles minuscules sont fragmentaires et à peine visibles. Mais c'est le spécimen le plus ancien d'un animal doté de 2 paires de nageoires. Il s'appelle Paraionanolepis et il est âgé d'environ 410 millions d'années. Comme chez beaucoup d'autres poissons, l'avant de son corps était recouvert d'une cuirasse dermique qui le protégeait des prédateurs. Sous cette cuirasse, on reconnaît la bouche. Et bien que la mâchoire inférieure manque, on sait aux marques sur la mâchoire supérieure qu'il y en avait bien une. Mais le plus important, c'est la présence de nageoires, dont seuls les moignons sont visibles. Paraionanolepis possédait 2 nageoires pectorales. Elles avaient plutôt la forme d'ailes d'avion et jouaient d'ailleurs le même rôle, créer une portance ascendante dans l'eau. On a retrouvé la trace de nageoires pectorales chez des poissons plus anciens. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui-ci est le plus vieux spécimen qui présente une paire de nageoires pelviennes. Plus petite, cette seconde paire stabilisait l'animal et lui permettait de conserver sa trajectoire dans l'eau. C'est grâce à ce système remarquablement efficace que les requins sont devenus des nageurs exceptionnels. Désormais, les vertébrés possédaient une mâchoire et 4 nageoires. C'est alors qu'un groupe de poissons a évolué et développé un squelette ossifié, ce qui a amélioré sa rapidité et son agilité. Ces poissons osseux sont pourvus de nageoires mobiles en forme d'éventail et prennent une multitude de formes différentes. Depuis leurs origines primitives, il y a plus de 500 millions d'années, les requins et les poissons osseux se sont diversifiés au point de régner en maître sur tous les océans de la planète. Aujourd'hui, il en existe plus de 35 000 espèces. Le squelette osseux s'était développé dans un milieu aquatique, mais c'est dans un environnement complètement nouveau qu'il va s'avérer d'une efficacité remarquable. Jusqu'alors, la terre ferme était une vaste étendue déserte et stérile. Mais il y a 450 millions d'années apparaissent les premières plantes, puis les vers et enfin les ancêtres des insectes.
Toutes les conditions sont réunies pour qu'une des étapes décisives de l'évolution puisse avoir lieu. Les vertébrés colonisent la terre ferme. Mais pour se déplacer sans plus être soutenus par l'eau, ces poissons vont devoir trouver le moyen de soulever leur corps au-dessus du sol. La solution? Des membres. C'est sur l'île canadienne d'Ellesmer, à l'ouest du Groenland, que les scientifiques ont retrouvé une preuve extraordinaire de cette transition. Les paléontologues américains qui ont tourné ces images sont convaincus que les roches de cette zone se sont accumulées à l'époque où les vertébrés sont passés de l'océan à la terre ferme. On a étudié les sédiments rocheux qui se sont déposés sur le lit d'anciens cours d'eau. D'après notre théorie, c'est dans ce type de milieu que les membres ont pris le pas sur les nageoires. L'apparition des plantes terrestres a provoqué une explosion de vie dans et autour des zones marécageuses, offrant des ressources nouvelles aux poissons qui les peuplaient. C'est à ce moment qu'une niche s'est créée pour les prédateurs des eaux peu profondes. Les espèces qui se nourrissaient d'autres poissons vivant dans les marais et marécages. Ces écosystèmes riches qui commençaient à apparaître sur la Terre. Pour Ted Deschler et ses collègues, des nageoires ont pu s'avérer utiles pour chasser dans cet habitat. C'est alors que dans des roches datant de 375 millions d'années, les chercheurs font une découverte fascinante. Voilà le fossile qui nous a mis en effervescence. On n'aurait jamais rêvé trouver un spécimen aussi bien conservé. On a mis au jour les 2 tiers antérieurs, avec un crâne complet, un grand morceau du corps et une partie de la nageoire. L'équipe relève des caractéristiques qui correspondent à celles d'un prédateur d'eau peu profonde. Les yeux placés au sommet d'une tête aplatie et des rangées de dents acérées. Elle lui donne un nom inuit, Tiktaalik. L'examen de ces os nous permet désormais de comprendre comment il s'est adapté à la vie dans les marécages et les bas-fonds. Grâce à un cou souple, il peut orienter sa mâchoire vers sa proie. Mais ce sont ces nageoires qui constituent l'indice le plus remarquable de son évolution. Bien que frangées de rayons, ce sont des ébauches de doigts. La structure des os est proche de celle de membres rudimentaires. C'est le squelette complet de la nageoire pectorale. Chez les sarcoptérygiens, la nageoire pectorale est devenue un membre. Et voilà la nageoire pectorale de Tiktaalik. Là, c'est l'articulation de l'épaule. Elle est dirigée très légèrement sur le côté et vers le bas. C'est très différent de ce qu'on voit chez un poisson qui se sert de sa nageoire uniquement pour se propulser dans l'eau. Chez Tiktaalik, elle semble orientée sous le corps. Ça, c'est l'humérus, comme chez l'homme, le premier os du membre antérieur. On voit le cubitus et le radius, comme chez vous et moi. Tous les tétrapodes ont un cubitus et un radius. On distingue plusieurs os du poignet et puis une articulation qui, comme le poignet, peut se plier de façon à ce que la nageoire s'appuie sur une surface quelconque. Toutes ces caractéristiques montrent quelque chose qui ressemble beaucoup à nos membres. Ce poisson utilisait ses nageoires comme telles. La nageoire de Tiktaalik lui sert encore à nager.
Mais lorsqu'il arrive sur des bas-fonds, ses os et ses articulations l'aident à se soulever et à pousser sur le sol. Mais ce membre d'un type nouveau ne contribue pas uniquement à sa mobilité dans l'eau. C'est l'élément déterminant d'une étape particulièrement spectaculaire de l'évolution. L'arrivée des premiers vertébrés sur la terre ferme. Au fil du temps, certains animaux passent de plus en plus de temps hors de l'eau. Ils forment une classe nouvelle, les amphibiens. Afin de survivre sur Terre, ils doivent franchir un nouvel obstacle, parvenir à extraire l'oxygène dont ils ont besoin, non pas de l'eau, comme leurs ancêtres les poissons, mais de l'air. Depuis leur apparition, il y a 365 millions d'années, les amphibiens ont évolué sous des formes diverses. Il en existe aujourd'hui plus de 7000 espèces qui vivent dans des habitats variés sur la terre ferme et dans l'eau. Parmi elles, les salamandres, les grenouilles et les tritons. Mais un amphibien reste inévitablement lié à l'eau. D'abord, sa peau est humide, et si elle se dessèche, l'animal meurt. Ensuite, ses œufs, comme le frai des grenouilles, sont protégés uniquement par une enveloppe gélatineuse. La femelle doit pondre, sinon dans l'eau, du moins dans un environnement humide. Il a fallu que les vertébrés résolvent ces deux problèmes avant d'être capables de coloniser la terre ferme. C'est alors qu'un groupe de pionniers doté d'une caractéristique physique étonnante fait son apparition. On peut voir les signes de cette transition en étudiant des animaux qui aujourd'hui vivent loin de l'eau. Voici un lézard. Dans cette région, on le surnomme le dragon arboricole. Son anatomie est sensiblement la même que celle d'un amphibien. Un corps long, une colonne vertébrale et deux paires de pattes. Mais il y a une différence essentielle entre lui et un amphibien. Sa peau est sèche. Les animaux qui présentent ce trait particulier se sont adaptés de façon remarquable. Aujourd'hui, ils forment une classe nombreuse et variée. Celle des reptiles. Les reptiles aussi ont dû relever un défi de taille. Comment pondre leurs œufs hors de l'eau? C'est à Lufeng, dans le sud de la Chine, que se trouvent des restes fossilisés qui attestent du génie de la solution. Merci beaucoup. Ces œufs ont été pondus par un reptile et, comme vous pouvez l'imaginer, par un spécimen de belle taille. Les premiers œufs étaient presque certainement recouverts d'une membrane souple, comme on peut en voir chez les tortues aujourd'hui. Mais ceux-là sont différents. Ils sont protégés par une coquille dure. Grâce à ça, les œufs étaient étanches. L'animal n'était donc plus obligé de retourner pondre dans l'eau comme tous les amphibiens. Au lieu de ça, il pouvait aller vivre dans des coins très arides, s'y reproduire, y faire son nid et pondre tranquillement. C'est ce qui a permis aux reptiles de s'établir partout sur la terre ferme. Les amphibiens ont été à l'origine de cette migration loin des zones aquatiques.
C'est grâce à eux que leurs descendants, les reptiles, ont pu coloniser les zones les plus sèches du globe. Aujourd'hui, on en recense plus de 9500 espèces partout dans le monde. Mais les membres qui avaient permis aux vertébrés de sortir de l'eau se sont avérés moins efficaces pour se déplacer sur la terre ferme. Comme ils étaient placés latéralement, l'animal devait faire de gros efforts pour soutenir son corps au-dessus du sol. C'est alors qu'il y a 230 millions d'années, une catégorie de reptiles trouve une solution ingénieuse. La femelle qui a pondu ses œufs faisait partie du groupe de reptiles qui a dominé le monde pendant plus de 100 millions d'années, les dinosaures. Rien qu'en Chine, on a mis au jour les restes fossilisés de plus de 150 espèces différentes de dinosaures. Dans le monde entier, on a recensé plus d'1 millier d'espèces. Le succès des dinosaures est lié à une modification radicale de l'articulation qui rattache la jambe au corps, la hanche. Voici l'Ouphangosaurus, un dinosaure herbivore. Chez les premiers reptiles, les pattes étaient disposées de chaque côté du corps, qui se retrouvaient donc au ras du sol. Mais chez les dinosaures, la forme des os de la hanche se modifie peu à peu, et les pattes sont ramenées sous le corps. Les animaux peuvent se soulever au-dessus du sol, d'où une plus grande liberté de mouvement. Parmi eux, l'Ouphangosaurus pouvait faire porter tout le poids de son corps sur ses pattes postérieures. L'association de ces hanches et d'articulations plus solides au niveau des pattes permet de faire des pas plus grands et de soutenir un corps plus lourd. C'est ainsi que les dinosaures deviennent les animaux terrestres les plus énormes qui aient jamais vécu. Cette nouvelle façon de se déplacer constitue la première étape d'une évolution encore plus profonde. Ces dinosaures bipèdes sont à l'origine d'un processus étonnant que nous commençons tout juste à comprendre. Avec eux, les vertébrés se hissent à un niveau d'évolution complètement nouveau. Les animaux dotés d'une colonne vertébrale avaient colonisé les océans et la terre ferme. Il ne leur restait plus qu'à conquérir les airs. Un autre site fossilifère chinois a fourni une réponse à l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'évolution. Le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Ce fossile constitue une découverte remarquable. Gros comme un chat, ce théropode s'appelle Sinosauropteryx. Il possède une particularité que l'on n'avait encore jamais observée chez un dinosaure. Sa queue et le bas de son dos sont recouverts de fourrure. Plus récemment, on a mis au jour une grande variété de dinosaures fossiles dont la peau était couverte de filaments très similaires à des poils. Mais quelle était leur fonction ? C'est à l'Institut de paléontologie des vertébrés de Pékin que sont conservés les spécimens les plus intéressants. C'est l'un des principaux instituts du monde voués à l'étude des dinosaures. Le professeur Schuching et ses collègues ont examiné un fossile plus gros de Sinosauropteryx.
Lui aussi portait des fragments infimes de ces mystérieux filaments. Regardez les zones plus sombres, là près de la queue. On distingue des filaments de structure très simples, comme nos cheveux. Shuxing s'est beaucoup interrogé sur leur fonction. Puisqu'ils recouvraient l'animal à la manière d'une fourrure, on a d'abord supposé qu'ils étaient là pour lui tenir chaud. Mais une analyse détaillée suggère qu'ils avaient une autre utilité très différente. Les spécialistes de l'Institut en ont prélevé d'infimes échantillons. L'examen microscopique a révélé des structures étranges. Certaines ont une forme de losange, d'autres sont sphériques. Ce sont des mélanosomes, des capsules minuscules qui contiennent des pigments. Ce sont eux qui coloraient les filaments de la queue de Sinosopteryx. D'après nos examens, cette queue arborait des rayures alternées blanches et marron. Blanche et marron, blanche et marron. Ah bon? Oui. C'était un motif magnifique qui servait peut-être à la parade ou à la communication. Sa queue avec quelle posture? La queue bougeait dans plusieurs directions, mais dans la plupart des cas, je dirais qu'elle était dressée ou à l'horizontale. Un peu comme un lémur kata qui parade. Ces bandes de fourrure colorée servaient peut-être aux dinosaures à communiquer avec d'autres représentants de leur espèce ou à se camoufler. Mais une autre découverte semble indiquer une fonction beaucoup plus importante. J'ai été autorisé à me rendre dans les salles souterraines du Musée d'histoire naturelle de Pékin afin d'étudier un des spécimens les plus remarquables mis au jour sur un site fossilifère dans la province du Liaoning. Voici Anchiornis, qui fait incontestablement partie des dinosaures. Ils possèdent leurs pattes inférieures puissantes, terminées par des doigts équipés de griffes acérées. Sa tête se trouve ici, à l'envers, mais on distingue la mâchoire dotée de dents. Le plus extraordinaire chez ce spécimen est l'état de préservation de ces parties-là. Elle révèle que les filaments simples sont devenus quelque chose de beaucoup plus complexe. De minuscules barbules s'étirent de chaque côté de l'axe central. Les filaments se sont transformés en plumes. Leur analyse a montré que la houppe qui hérissait la tête d'Anchiornis était de couleur rousse, tandis que les plumes du corps étaient noires et blanches. Le plumage s'étendait aussi sur les pattes postérieures. Sa densité sur les membres antérieurs donne à penser qu'il s'agissait d'ailes. Mais alors, cet animal savait-il voler? Est-ce à ce moment qu'un dinosaure est devenu un oiseau? Son habitat pourrait fournir un élément de réponse. À cette époque, cette région du nord de la Chine était couverte de forêts luxuriantes. Les animaux capables de grimper aux arbres pouvaient atteindre une nourriture inaccessible à ceux cloués au sol, mais aussi se mettre à l'abri de certains prédateurs. Pour Shuxing et ses collègues, Anchiornis s'est adapté à un mode de vie arboricole
en trouvant un usage particulier à son plumage. Certaines particularités d'Anchiornis semblent indiquer qu'il vivait dans les arbres. Par exemple, regardez ses doigts. Ils sont munis de griffes incurvées. De même, les pieds sont couverts de plumes. Si l'animal était arboricole, cela me donne de bonnes raisons de croire que le vol est né dans les arbres. Les ancêtres des oiseaux se sont d'abord servis de la pesanteur avant d'entamer leur voyage vers le ciel. Puisqu'Anchiornis vivait en hauteur, il a pu utiliser son plumage pour planer. Grâce aux plumes de ses membres antérieurs, postérieurs et de sa queue, il a pu créer une surface portante qui lui a permis de s'appuyer sur l'air et de ralentir sa descente. Certes, il n'était pas encore capable de vol battu, mais à l'âge canonique de 160 millions d'années, c'est l'animal le plus vieux que nous connaissions qui ait utilisé ses plumes pour voler. Ce sont ces dinosaures planeurs qui donneront finalement naissance à une classe nouvelle de vertébrés, les oiseaux. Aujourd'hui, on en compte plus de 9000 espèces. Après un long voyage au fil de l'évolution, les vertébrés se sont imposés partout sur notre planète. C'est un voyage qui a débuté dans les océans du Cambrien il y a plus de 500 millions d'années et qui a engendré des développements anatomiques dont nous avons nous-mêmes hérité. La mâchoire et le squelette osseux des premiers poissons, les membres et les poumons des amphibiens, et la peau imperméable des reptiles. Lorsque les premiers oiseaux apparaissent sur Terre, les ancêtres d'une autre grande classe de vertébrés ont évolué eux aussi. Malgré leur petite taille au début, ils finiront par dominer le monde. Ce sont les mammifères. La plupart n'étaient alors rien de plus qu'un amuse-gueule pour les dinosaures. Mais cela n'allait pas durer. Une météorite entre en collision avec la Terre, déclenchant une extinction de masse. On ignore toujours exactement ce qui s'est produit. Mais il y a 65 millions d'années, tous les dinosaures sont anéantis. En revanche, certaines espèces de mammifères et d'oiseaux survivent. Les grands dinosaures disparus, la voie est libre.